Image de cette nuit à Rafah. Les ruines d'un bâtiment touché, selon les agences AFP et Reuters, par une frappe israélienne. Dans les décombres, des hommes blessés. Aucune information concernant l'objectif qui était fixé dans le cadre de ce dernier tir. Quelques heures plus tard, le cratère et les dégâts aux alentours témoignent de la puissance de l'explosion. Nous étions assis là, normalement, dans un endroit qui se situe en dehors de la zone d'opération israélienne qu'ils avaient déclarée. Quand soudain l'explosion s'est produite, la maison de notre voisin a disparu et notre maison était entièrement endommagée à l'intérieur. Des femmes sont mortes, ceux qui ont été blessés étaient tous des enfants. Le corps de l'un d'entre eux se trouve ici, dans une cour de l'hôpital koweïti de Rafah. Vivre à Rafah, au milieu des tentes et dans la peur. Après avoir appris hier le déploiement des chars israéliens dans la ville, la question se pose. Après avoir été évacué ici, faut-il, à présent, envisager de partir ? Nous ne bougerons pas, même si l'armée israélienne arrive ici parce qu'il n'y a pas d'endroit sûr où aller. En fait, il y a des bombardements partout dans le nord, à Khan Younes et aujourd'hui à Rafah aussi. Alors, où pouvons-nous aller ? Rafah a pris pour cible, tout comme ces dernières heures au nord, la ville de Gaza. Non loin d'ici, la frontière égyptienne. L'Égypte où les médiateurs égyptiens, qataris et américains tiennent encore aujourd'hui des discussions en vue d'un cessez-le-feu après 7 mois de guerre entre Israël et le Hamas. Salam alaikum, bonjour, bonsoir tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette énième chronique hebdomadaire avec Jacob Cohen. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, vu les circonstances. Oui, merci Monsieur Cohen, effectivement, les circonstances, en tout cas pour les Gazaouis, les Palestiniens, c'est très compliqué aujourd'hui. On a, comme vous avez pu le voir sur la petite vidéo, intervention de l'armée sioniste à Rafah qui a causé encore des morts civiles. Oui, bon, disons que les Israéliens ont un plan, en tout cas une vision, le projet global ou initial ou général, c'est de rendre la vie impossible aux Gazaouis. Voilà. Je pense qu'on l'a dit depuis le début, enfin depuis le lancement de la guerre. Et cette guerre, elle a ceci de particulier qu'elle vise à nettoyer ethniquement le territoire de Gaza. Voilà. Bon. Il se trouve que le régime égyptien n'a pas ouvert ses frontières comme on l'espérait, enfin les Occidentaux l'espéraient. Je pense que ça aurait été une tâche terrible sur l'Égypte. Mais le problème demeure, c'est-à-dire que les Israéliens font le maximum pour ne pas trouver d'accord. C'est-à-dire ils font toujours retomber la responsabilité sur le Hamas. Et donc ça leur permet, eh ben, comme il n'y a pas d'accord, ça leur permet comment dire, de s'attaquer à Rafah. C'est pas vraiment, enfin apparemment, hein. D'ailleurs, les Américains, enfin, il y a une comédie autour. Les Américains ne l'auraient pas permis, mais disons, ça reste limité. C'est-à-dire que Israël a repris le contrôle d'une partie de ce qu'on appelle l'axe de Philadelphie, c'est-à-dire une bande, je ne sais pas de combien elle est large, ça doit être de quelques centaines de mètres de large, qui traverse qui est entre l'Égypte et Gaza et qui était sous la responsabilité de l'Égypte. Donc Israël n'a pas occupé tout l'axe de Philadelphie, juste une partie. Bon, apparemment, c'est un signal qu'il envoie qu'il est en train, enfin, il continue
continue son plan initial. Bon, il y a eu une espèce d'arrêt, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il pensait qu'il allait y avoir un accord, ou bien peut-être qu'il s'était mis pas d'accord avec les Américains. Je ne sais pas, pendant un mois et demi, il y avait une espèce d'attente qui n'allait pas avec les plans des Israéliens. À un moment donné, ça s'est débloqué, mais pas de manière extensive. On n'assiste pas à des bombardements massifs comme il y a eu ailleurs, à Khan Younes, dans la ville de Gaza. Bon, parce que là, il y a les Américains qui ont même fait le geste de suspendre les armes. Vous savez, ces grosses bombes qui larguent et qui, je sais pas, qui pèsent 2000 tonnes, ce sont ce genre de bombes que les Américains ont retenues. Voilà. Bon, ça va pas gêner beaucoup, mais en fait, on ne sait pas vraiment, parce que on peut dire que ce sont enfin, pour les Gazaouis, évidemment, c'est terrible à dire, mais ce sont des combats de faible intensité, des bombardements ponctuels. Ce n'est pas ces bombardements qui faisaient des centaines de morts comme à Gaza, mais n'empêche, voilà, et peut-être ils veulent créer la panique, faire partir les gens ailleurs, mais où? Et moi, je pense que de toutes les façons, les Israéliens n'ont pas abandonné l'idée qu'à un moment ou à un autre, il faut rendre la vie tellement impossible aux Gazaouis qu'ils chercheraient par tous les moyens à quitter. Voilà. Et d'ailleurs, il y a les Américains je ne sais pas s'ils l'ont terminé, ils construisaient un port artificiel à Gaza pour soi-disant acheminer la nourriture. Bon, mais en fait, j'avais écrit à ce moment-là, il y a 2 ou 3 semaines, que le port peut très bien servir quand les navires apportent la nourriture. Eh ben, ils peuvent très bien reprendre des gens avec eux pour aller ailleurs. Voilà. Et moi, je pense qu'il doit y avoir un plan comme ça, c'est-à-dire, mais pas comme initialement prévu, c'est-à-dire chasser comme ça 2 millions de personnes vers le Sinaï, ça c'est insupportable pour les âmes sensibles occidentales. Mais disons, il y a eu des pays qui se sont déclarés prêts à accueillir 5 000 Palestiniens par-ci, 10 000 par-là. Donc, à mon avis, c'est vers cette solution-là qu'on va se diriger. Parce que même s'il y a un accord, bon, il ne faut pas se leurrer. Qui c'est qui va reconstruire Gaza? Qui c'est qui va payer des milliards de dollars pour reconstruire les immeubles, les écoles, les mosquées, les hôpitaux? C'est de la folie. On reconstruira un petit peu, mais pas suffisamment. Et malheureusement, enfin, je pense, ça c'est le machiavélisme israélien est en marche vers le nettoyage éthique, qui d'ailleurs se poursuit, mais de manière plus subtile, disons, pas très visible en Cisjordanie. Voilà, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais là, aujourd'hui, par exemple, l'armée sioniste a détruit des maisons, je ne sais pas combien, à Hébron. Bon, elle a aussi détruit des maisons sur la rive du Jourdain. Donc, ils avancent leur projet vraiment comme je l'ai dit dans une interview à Algérie Patriotique il y a 2 jours, l'objectif aujourd'hui des Israéliens, c'est de nettoyer ethniquement la Palestine, toute la Palestine. Voilà. La vider du maximum de ses habitants légitimes,
arabes. D'abord, avant de continuer, je salue tout le monde sur toutes les plateformes, YouTube, Facebook, Twitch, X et bien sûr TikTok. Donc, comme d'habitude, vous avez la possibilité d'interagir avec nous par StreamYard. Je vous ai mis le lien dans le commentaire. Et puis sur TikTok, vous savez comment faire. Donc, n'hésitez pas. Monsieur Cohen, est-ce que selon vous, l'intervention de Rafah est la dernière étape du processus d'extermination du Hamas? Je ne sais pas si, bon, de toutes les façons, ils vont à un moment donné, le gros, il semble que le gros des troupes du Hamas se trouve dans cette région-là. Bon. Et donc, il se peut que l'armée sioniste s'attaque aux derniers résistants du Hamas. Enfin, je ne sais pas combien il y en a. Quand je dis dernier, ça veut dire qu'ils peuvent être 1000, 2000, 3000, je ne sais pas. Qui doivent bien se cacher dans les tunnels. Apparemment, il y a quand même, chaque jour, les médias sionistes annoncent 1 ou 2 ou 3 morts de leur côté. Par exemple, vous savez, là, à l'extrémité de Rafah, il y a un point de passage qui s'appelle Kerem Shalom, c'est-à-dire c'est par une des 2 entrées de l'aide humanitaire. Et il y a 2-3 jours, le Hamas ou un autre groupe de résistance a envoyé des roquettes sur ce point de passage qui est à l'extrémité de Rafah. Et il y a eu 3 soldats israéliens qui ont été tués. Alors, il doit y avoir aussi des combats au corps à corps. Mais enfin, pour le moment, il n'y a pas vraiment une. Enfin, il y a une. Ils ont amassé. Enfin, on voit des images de tanks, de soldats, etc. Mais apparemment, il n'y a pas encore de combat d'une grande portée, voilà, qui vise toute la ville de Rafah, etc. Enfin, apparemment, il n'y a pas encore, voilà. Mais c'est difficile de dire d'ici ce qui se passe. Oui, effectivement. Donc après bien sûr, la dernière, bon, moi je ne vois pas, mais je pense que pour moi, c'est une des dernières étapes euh, pour liquider le Hamas et en même temps exterminer, parce qu'effectivement, il y a quand même eu plus de 40 000 morts. Voilà, le peuple a été déplacé, la population palestinienne a été déplacée. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de l'avenir de cette zone de la région du monde là? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette région de l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut, comment dire, comment voyez-vous l'avenir pour cette zone, justement, cette partie du monde et ce peuple palestinien? Comment survivra-t-il à cette épreuve? Il y a 2 côtés. Il y a la bande de Gaza et il y a la Cisjordanie. C'est pas la même chose. Bon, la bande de Gaza, à mon avis, je pense que je l'avais dit depuis le début, les Israéliens ont un plan de vider. Bon, maintenant, ils n'ont pas réussi à vider le territoire de Gaza, mais ils vont le vider petit à petit, c'est-à-dire rendre d'abord la vie impossible. Et donc, même s'il y a un arrêt des combats, que ce soit temporaire ou définitif, la vie sera vraiment impossible, d'autant plus que même si l'aide existe extérieure, elle sera soumise au bon vouloir des Israéliens qui ont toujours contrôlé la bande de Gaza. Et le contrôle, cette fois-ci, sera encore beaucoup plus serré. Et donc, ils étoufferont, ils feront en sorte que aucun développement, aucune amélioration ne puisse être apportée dans les prochains mois. Et donc, tel que je vois les choses, plusieurs pays qui ont d'ailleurs exprimé cette volonté, sous la pression israélienne, bien sûr, ou américaine, prendront quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de réfugiés chez eux, et ainsi vider, même s'il reste, mettons,
un demi-million, mais enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, ils essaieront quand même. Bon, moi, je ne vois pas l'avenir de cette bande de Gaza comme c'était auparavant. Voilà. C'est-à-dire avec des villes structurées, des écoles, des universités, des hôpitaux, des routes, enfin vraiment d'une administration, des ministères. Pour moi, c'est fini tout ça. Voilà. Jamais la vie ne reviendra comme avant et jamais les Israéliens ne permettront, peut-être qu'ils feront venir, apparemment ils cherchent des collabos de style Mahmoud Abbas, des chefs de tribus à Gaza, Gazaouis, qui accepteraient de prendre la responsabilité de l'administration civile. Bon, des espèces de pétards, des collaborateurs à qui on donnerait des avantages et qui maintiendraient l'ordre, voilà, et apporteraient un minimum d'organisation. Mais à mon avis, même cela sera provisoire parce que je crois que la volonté fondamentale absolue d'Israël est de récupérer ces territoires et les Européens sont tout à fait d'accord là-dessus. Il faut pas, voilà, parce qu'il y a des réserves de gaz énormes au large de Gaza, parce que les pays européens et même certains pays arabes, bon, ils ont envie de tourner la page. Et puis voilà, donc ils veulent développer cette région. C'est une région qui fait, je sais pas, 25 km de long sur une dizaine de large. Si elle était entre les mains des Israéliens avec des capitaux internationaux, elle pourrait devenir une espèce de territoire fabuleux. Enfin, je veux dire, il y a la mer, il va y avoir la richesse de l'exploitation du gaz, etc. Et donc, voilà, malheureusement, il faut être, enfin, cyniquement parlant, c'est une opportunité extraordinaire pour les Israéliens et leurs alliés. Hein. Quant à la Cisjordanie, ça ne sera pas de la même manière, enfin, pas avec la même intensité, mais malheureusement, les Israéliens sont partis dans une espèce de harcèlement truffé d'assassinats, de dépossession, de destruction des maisons, mais pas de manière aussi évidente qu'à Gaza. Et donc, le même processus est en train d'être mis en œuvre en Cisjordanie. Voilà. D'accord, merci M. Cohen. Concernant la solution à deux États, on a vu le président chinois, je crois, rappeler cette solution. Ils sont peut-être encore à aller vers cette solution. Non, mais il ne faut pas rêver. Enfin, je vous dis, ça fait 30 ans qu'on rêve. C'est pas parce que le dirigeant chinois, ok, le dirigeant chinois, quand il le dit, il aimerait bien, mais le dirigeant chinois, c'est pas lui qui va aller obliger les Israéliens à évacuer 800 000 colons. Voilà, donc ils savent qu'il y a un rapport de force en Cisjordanie, et donc la solution à deux États, elle n'est absolument pas praticable. C'est un truc qu'on agite aux yeux des Arabes et des Palestiniens et des peuples occidentaux et de l'ONU pour laisser. Enfin, je ne sais pas, c'était tellement évident dès 1993. Moi, ça fait au moins 20 ans que je le dis. Et je veux dire, les Israéliens n'ont jamais eu l'intention, de gauche ou de droite, n'ont jamais eu l'intention de laisser se créer un État palestinien. Enfin, ça fait 30 ans quand même. Si, voilà, par exemple, moi, si la Chine veut, mettons, faire accélérer le processus, elle pourrait demander la convocation d'une conférence internationale. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est-à-dire, voilà, une conférence internationale sous l'égide de l'ONU, et on va débattre du problème, etc. Mais là, les Israéliens n'iront pas, avec les États-Unis n'iront pas, et la France, l'Angleterre, etc. On sait que c'est une solution, bien sûr, idéalement parlant, et encore,
vu l'état, enfin, pour moi, c'est vraiment une illusion. C'est malheureux qu'on ait vécu depuis 30 ans avec cette illusion-là. Voilà. Alors, vous savez, les sionistes ont établi une règle dès 1947. Il ne peut y avoir qu'un seul nationalisme sur cette terre. Alors, c'est ou le sionisme ou le palestinien. Mais il ne peut pas y avoir coexistence. Voilà. Donc, on est dans une forme d'impasse. Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui. Mais enfin, enfin quand je dis 800 000 colons, on est peut-être pas loin du million maintenant. Moi, ça fait 3-4 ans que je dis 800 000 colons. On n'est peut-être pas loin du million en Cisjordanie, enfin, au-delà de la ligne verte. Enfin, ces colons, pour créer un État palestinien normal, il faut qu'ils quittent. Enfin, mais vous n'imaginez pas, aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. Aujourd'hui, on détruit on confisque des terres, on détruit des maisons, on amène des dizaines de milliers de travailleurs étrangers pour aider les Israéliens, etc. Et les Palestiniens sont étouffés et poussés à l'exil ou au chômage. Voilà. Moi, tout celui qui parle d'une solution à deux États, où il s'illusionne, ou bien il fait le jeu des sionistes. Objectivement, on fait le jeu des sionistes. Voilà. Alors, on va continuer. On a vu qu'il y a eu quand même quelques manifestations des étudiants dernièrement. Oui. Donc, d'ailleurs, vous en avez parlé dans votre article là sur Oui. Algérie patriotique. On a vu des manifs. Moi, j'ai vu ça en Suisse, en Belgique, et puis bon, bien sûr à Sciences Po. Est-ce que vous pensez que c'est un éveil de la jeunesse estudiantine ou c'est juste un soutien comme ça légitime, hein, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, on avait vu pas mal de manifestations, mais pas les étudiants. C'est-à-dire les étudiants enfin, c'est vrai que les étudiants, ça fait, comme j'ai dit dans l'article, les étudiants, ça fait des années qui n'ont pas eu de cause pour laquelle se battre. D'ailleurs, on a vu combien ils ont été, comment dire, oui, je dirais le mot lâche, velléitaire, soumis lorsqu'il y a eu le Covid et ses prolongements. Moi, je m'attendais vraiment à ce que les étudiants, les lycéens, enfin, je connais un peu l'état d'esprit des étudiants en France et des lycéens. Je veux dire, c'était une cause extraordinaire pour laquelle ils auraient pu sortir. Pas du tout, ils ont été complètement, complètement, en tout cas, ils ont été à la ramasse. Voilà. Et là, bon, c'est vrai que d'abord, il y a un phénomène, ça fait un moment que ça dure. Et deuxièmement, je pense, comme je l'ai cité, bon, c'est vrai que c'est, comment dire, l'agression, le génocide, il est patent. Quand on voit tous les jours ces bombardements, ces centaines, puis des milliers de morts d'enfants, de femmes, etc., c'est vraiment insupportable. Mais aussi, je pense qu'il y a eu commencé à y avoir un éveil. Les étudiants en général, ils ont toujours été des gens qui étaient, comment dire, on est dans une période où on est jeune, bon, c'est la palissade. Quand on est jeune, c'est-à-dire qu'on n'a pas de responsabilité, on est idéaliste, on n'a pas une carrière à défendre, on croit à des idéaux et on a envie de se battre pour ces idéaux. Et c'est pour ça d'ailleurs en général, ce sont les étudiants, quand je pense à mai 68 ou la guerre du Vietnam, etc. Enfin, je veux dire, en général, ce sont les étudiants qui ont été comment dire, ceux qui mènent le combat, ceux qui déclenchent le combat, parce que c'est dans leur nature. Ils sont confrontés, ils voient ils sont confrontés au monde dans lequel ils vont vivre et auquel ils vont être confrontés. Et donc, et puis aussi, comme je l'ai rappelé,
la cause palestinienne n'est pas aussi... elle remonte pas mal dans le temps. Les gens oublient, mais la cause palestinienne a été très populaire, par exemple, dans les années 70. Vous vous souvenez de Jean Genet, qui avait parlé du guérillero palestinien avec son foulard, ces pirates de l'air. Ça a été vraiment une période, comment dire, très, très riche sur ce plan-là. Puis il y a eu Chabraï Satila. Donc il y a eu quand même des périodes où la cause palestinienne a connu des pics de solidarité à travers le monde. Et donc ça s'est tu parce que c'est une cause qui se réveille et puis après, bon, qui retombe dans l'oubli. Mais en fait, c'est une cause qui est dans la mémoire collective des peuples. Et donc, ça s'est réveillé, voilà. Et puis, il a fallu qu'il y ait une étincelle, que ça prenne, etc. Et puis, finalement, ça a pris. Sauf que le problème, c'est que les États occidentaux, là où il y a eu les plus grandes manifestations, ont décidé, mais contre leur propre état de droit, contre leur propre régime de liberté, de saquer, mais de manière brutale, illégale, illégitime, toute manifestation, même pour la paix. Quand on disait « je suis pour un cessez-le-feu », on était condamné pour apologie du terrorisme. Donc on a vu ces vidéos où des professeurs américains, enfin des femmes, étaient traînées, menottées, frappées, molestées. Il y a eu des... il y a eu, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu une nouvelle loi qui, je ne sais pas si elle est passée totalement, mais c'est la première fois aux États-Unis où la liberté d'expression est la plus totale et sans limite. C'est l'article 1 ou 2 de la Constitution américaine, où on a introduit des éléments, comme en Europe, des éléments de haine ou de violence contre, je ne sais pas exactement les termes, mais anti-israélien ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc en fait, les États-Unis sont entrés dans une phase de contrôle, de répression, de contrôle de la population, des manifestations, qui condamne même, enfin, qui ne tolère même pas l'expression la plus légitime, alors qu'aux États-Unis, avant, on pouvait se dire nazi, ce qu'on voulait, voilà, parce que c'était la liberté absolue. Eh bien, aujourd'hui, c'est, comment dire, j'ai oublié, c'est dommage, j'ai oublié les termes en anglais, c'est-à-dire une critique absolument inadmissible d'Israël, quelque chose comme ça, voilà, mais j'ai oublié les termes en anglais. Et donc, finalement, on voit que ces régimes ne reculent devant rien. Vous connaissez l'histoire de ce médecin anglo-palestinien qui est parti à Gaza, qui vit en Angleterre, qui est le doyen d'une faculté de médecine, je ne sais pas, en Écosse, je crois, et qui est parti à Gaza, qui a passé 40 jours là-bas, qui est revenu. Il a voulu, on l'a invité pour aller en Allemagne. L'Allemagne l'a éjecté, alors qu'il a un passeport britannique, et lui a interdit l'espace Schengen pour 1 an. Voilà, donc on en arrive vraiment à des extrémités absolument hallucinantes. Je veux dire, bon, on a vu ça un peu avec le Covid, mais avec les Israéliens, on a atteint des degrés absolument phénoménaux. Voilà, on foule aux pieds les principes de droit les plus élémentaires. Voilà. Voilà. Ouais, j'ai vu passer quelque chose sur ce médecin, effectivement, qui a été bloqué. Je voulais vous le montrer, mais c'est pas grave. Je vais revenir. J'y reviendrai peut-être après. Sinon, Monsieur Cohen, concernant donc ces étudiants-là, est-ce qu'on peut les considérer, parce qu'il y a quand même eu pas mal d'arrestations,
est-ce que on peut les considérer comme antisémites? Mais pas du tout. Non, mais non. Non, mais ça, c'est. Voilà, ça, c'est l'arnaque. Comment dire? L'arnaque, comment on dit déjà? Pas enfin, l'arnaque rhétorique ou l'arnaque quand on fait une analyse des mots. C'est une arnaque absolue. Vous savez, les premiers antisionistes, vous savez qui étaient? C'était des juifs. Dans les années 20, j'ai déjà cité des juifs antisionistes célèbres dans les années 20 et 30. Et on n'a jamais fait le lien entre antisionisme et antisémitisme. On a commencé à le faire à partir des années 90-2000, parce que les sionistes se sont rendus compte que, puisque l'antisémitisme, c'est l'arme absolue, eh ben, on a dit, ils ont commencé comment dire, à répandre l'idée que si on est anti-israélien de manière violente, ou si on est antisioniste, eh ben, on est antisémite. Or, je vous cite par exemple Hannah Arendt ou Einstein. Ils n'étaient pas sionistes. Enfin, je ne sais pas s'ils étaient antisionistes, mais ils avaient condamné comment dire, la création d'un État juif en tant que tel. Voilà. C'est de l'antisionisme. Et donc, jusqu'en 1948, 95% des juifs religieux à travers le monde étaient antisionistes. Ça veut dire qu'ils refusaient l'idée d'un État juif. Donc, en fait, c'est juste une arnaque, c'est une manipulation. Mais comme ils sont très forts, comme ils dominent les médias, la politique, etc., eh ben, je rigole parce qu'il y a quelqu'un sur LinkedIn, un maghrébin, il m'a dit, parce que j'ai mis le lobby dans un truc avec L majuscule, mais sans le préciser. Il m'a dit de quel lobby vous parlez. Alors, je ne sais pas s'il faisait exprès ou pas. Alors, je lui ai dit, ben, il n'y en a qu'un seul, voilà. Et c'est lui qui domine, voilà, il n'y en a qu'un seul. Mais à force, eh ben, ils ont réussi. Aujourd'hui, c'est même entré dans la loi. C'est-à-dire qu'être antisioniste, ça veut dire qu'on est antisémite, voilà. Mais c'est une arnaque, c'est une manipulation des esprits. Voilà, merci Monsieur Cohen pour votre réponse. Alors, j'ai vu passer quelques commentaires, que ce soit sur TikTok ou ailleurs. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Monsieur Cohen, à prendre la parole. Hein. C'est pas compliqué. Vous cliquez sur les deux petits bonhommes en bas là, et vous avez la possibilité de venir interagir avec nous. Monsieur Cohen, je voulais vous parler aussi de la situation, donc du moins comment dire, la tentative un petit peu de menace contre la CPI aux États-Unis par des députés. Je ne sais Oui. pas si vous avez passé. Je vais montrer une courte vidéo et puis on parle de ça après. Attaquez Israël et nous vous attaquerons. Vous avez été prévenus. C'est avec ces mots que se sont adressés au procureur de la Cour pénale internationale 12 sénateurs américains du camp républicain. Des menaces posées noir sur blanc dans une lettre adressée à Kalim Khan par la douzaine de députés conservateurs américains notoirement sionistes. La Cour pénale internationale pourrait émettre des mandats d'arrêt ciblant des hauts responsables israéliens, notamment Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef d'état-major de l'armée sioniste Herzia Levi. La lettre, envoyée le 24 avril et rendue publique récemment par un média américain, fait état de menaces directes envers le procureur et sa famille. Si vous prenez les mesures indiquées, alors nous prendrons de notre côté des initiatives qui viendront supprimer toute idée de soutien américain à la CPI. Nous sanctionnerons vos employés et vos associés et nous vous interdirons du sol américain, vous et vos familles. Début mai, le procureur de la Cour pénale internationale avait mis en garde les individus le menaçant, lui et la CPI, affirmant que de telles actions pourraient constituer une entrave à la justice. Dans une réponse cinglante, il avait exigé l'arrêt immédiat des intimidations et de trafic d'influence par la contrainte ou par la persuasion. Sur les 12 sénateurs américains, tous ont bénéficié de généreux dons en provenance de lobbies pro-israéliens allant de $159 000 à près de $2 millions, des sommes permettant d'acheter le soutien des sénateurs américains.
Un phénomène qui pose la question des conflits d'intérêts au sein de la classe dirigeante américaine. Des lobbies tels que les PAC ont une influence non négligeable sur la politique étrangère des États-Unis. L'organisation se vante par ailleurs d'avoir fait gagner 48 candidats soutenus par l'organisation sur les 48 s'étant présentés. Oui, c'est, comment dire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ce, cet épisode, enfin cette guerre ou cette manifestation ont montré à quel point le lobby, d'ailleurs, vous savez, Marsheimer ou Scott Ritter, les grands, enfin des grands analystes américains, quand ils parlent du LIPAC, ben, ils disent carrément que la politique américaine, elle est entre les mains du lobby. Voilà. Rien ne peut se faire contre le lobby. Donc, il ne faut pas s'étonner que si le gouvernement ou le Sénat ou la Chambre des représentants, parce qu'ils sont tenus, il n'y a pas d'autre explication. Voilà, c'est-à-dire que n'importe quel sénateur ou n'importe quel représentant, il sait que s'il se met l'IPAC sur le dos, il a de fortes chances de perdre son poste. Voilà. Et aucun homme politique n'a envie de perdre son poste. Et donc, en fait, c'est ça, voilà, c'est comme ça que ça marche. L'IPAC, malheureusement, est un lobby qui tient, je ne sais pas, 90% des représentants des élus américains, si ce n'est pas 99%. Et donc, il fait ce qu'il veut, il leur dit ce qu'il faut faire. Voilà. Et là, c'est manifeste. C'est-à-dire, c'est carrément. Vous savez, les Russes, les Américains, ils ont bien demandé à la CPI d'émettre un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Là, la CPI était très bien, hein, on était très contents. La CPI a fait son job, elle a émis un mandat d'arrêt contre Poutine. Voilà. Ce qui empêche, enfin en tout cas, Poutine n'a pas envie de prendre des risques, il ne voyage pas trop à l'étranger. Maintenant, le problème, moi je me pose la question, la CPI, jusqu'à nouvel ordre, n'a pas émis de mandat d'arrêt contre quiconque en Israël. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi on a moussé cette affaire. Est-ce que les Israéliens veulent prendre de vitesse quelque chose comme ça, ou bien est-ce qu'ils veulent créer une diversion, une espèce de panique comme ça? Je me demande quel jeu ils jouent finalement, parce que moi, il n'y a pas eu, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de mandat d'arrêt de la CPI contre n'importe quel Israélien. Donc, voilà, on parle de rumeurs. Et les rumeurs, vous savez, la CPI, elle n'a pas été saisie à cause des crimes commis par Israël à Gaza. La CPI est saisie depuis 2014 par l'autorité palestinienne pour la guerre de Gaza. D'accord? Et la CPI, ça fait 2014 qu'elle est en train de réfléchir. Vous voyez que la CPI, c'est de la rigolade. La CPI, elle est entre les mains des Américains. Elle a toujours été entre les mains des Américains, la CPI. Bon. Et donc, voilà, à mon avis, c'est une manœuvre de diversion. Voilà. Je ne crois pas beaucoup. Le jour où je verrai le mandat d'arrêt lancé contre Netanyahou, à ce moment-là, on en reparlera. Voilà. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une manœuvre de diversion. Parce que d'abord, comme j'ai dit, la CPI s'occupe des crimes israéliens depuis 2014. Et en fait, lorsqu'on parle d'un éventuel mandat d'arrêt contre Netanyahou, ce n'est pas pour ce qui s'est passé à Gaza ces derniers mois, mais ça remonte à la guerre de 2014. Voilà. Donc la CPI prend son temps quand il s'agit de Netanyahou. Très bien, merci, M. Cohen. Alors, début de semaine, il me semble qu'il y a eu le dîner du CRIF. Oui. Voilà, donc, et on a vu notre Premier ministre
intervenir et même il était attablé à côté de DHL et, Oui. l'ancien Premier ministre aussi, je crois, c'était Édouard Philippe, je crois, il me semble. Oui, Edouard Philippe, oui. Voilà. Et donc, il a fait une déclaration concernant justement la situation à Gaza. Je vais vous montrer une courte vidéo, s'il vous plaît, et puis on va Oui. réagir derrière. Voilà, c'est assez intéressant de savoir la position de ceux qui nous gouvernent en France. On a du mal à entendre les leçons de morale de certains qu'on entend bien au chaud expliquer à la société israélienne qu'ils surréagissent. Bon, c'était ce court passage. En gros, bon, il y a pas grand-chose à dire, mais Non, mais de toutes les façons, je veux dire, d'abord, quand on va au dîner du CRIF, c'est là où on prononce les discours les plus favorables au lobby. Voilà, ça veut dire on est dans la gueule du loup, et donc on va pas jouer les modérés, les tièdes. Vous savez comment Finkielkraut, il avait jusqu'en 2000 ou 2005, Finkielkraut était un gars quand même, était pas mal correct au niveau de ses opinions politiques. C'est à partir, parce que je le suivais régulièrement, il avait une émission sur une radio juive tous les dimanches qui durait une demi-heure, et vraiment il avait des opinions intéressantes. Bon, mais enfin malheureusement, enfin comme ça, hein, il a commencé à évoluer vers 2005, où il est devenu de plus en plus comment dire, à 100%, 1000% favorable à Israël, enfin bon, sans concession et rien du tout. Sauf que dans les années 90, le dîner du CRIF n'était pas aussi populaire qu'il ne l'est aujourd'hui. Et Finkielkraut avait trouvé une formule extraordinaire pour qualifier le dîner du CRIF. À l'époque, dans les années 90, il l'appelait le tribunal dînatoire. Le tribunal dînatoire, c'est-à-dire le tribunal où toute la classe politique française était convoquée, interrogée, humiliée, et elle repartait avec les instructions, ce qu'il fallait faire, etc. Voilà. C'est ça le dîner du CRIF. Et oui. Allez-y, continuez, allez-y. Oui. Et donc, le dîner du CRIF, bon, au départ, c'était un dîner, bon, je veux dire, après tout, voilà, c'est une association qui organise son dîner, c'était un truc communautaire, bon, sans plus. Mais à partir des années 90, lorsque la communauté a commencé à prendre de l'ampleur, lorsque les Sayanim ont commencé à étendre leur influence, etc., eh bien, les hommes politiques ont été peu à peu. Avant, le président de la République n'y allait jamais. Enfin, c'était inimaginable. Et je ne sais pas, depuis, mettons, une dizaine, quinzaine d'années, peut-être avec Sarkozy, voilà. Donc, en fait, le dîner du CRIF a pris une importance qui allait en parallèle avec l'évolution de la puissance du lobby et de la soumission de plus en plus grande de pratiquement toute la société française. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, le dîner du CRIF, ce n'est pas seulement les ministres, il y a les partis politiques, il y a les juges, la Cour de cassation, le Conseil d'État, il y a les directeurs de télévision, TF1, il y a les maires, il y a les ambassadeurs arabes. Enfin, c'est vraiment les publicitaires. C'est 1000 personnes quand même. Donc, ce qui représente quasiment le gratin, l'establishment, qui vient se soumettre, qui vient dire, voilà, nous vous reconnaissons comme les maîtres, nous attendons votre bénédiction
et vos instructions. C'est ça, en fait. Voilà. C'est devenu ça. Voilà. Et donc, qu'Attal dise ce qu'il a dit, bon, c'était naturel. Voilà. C'est-à-dire qu'il est dans son rôle de larbin. Voilà, il est dans son rôle de larbin. Voilà, exactement. Il ne pouvait pas faire autrement. Je veux dire, sinon, le ciel lui serait tombé sur la tête. Je ne sais pas s'il serait sorti vivant. Ok, très bien, merci Monsieur Cohen. Je vais vous remontrer donc une autre vidéo d'ailleurs que vous avez postée aussi et on va la commenter. Alors elle n'est pas entière parce qu'elle dure 5 minutes, hein. Je vais passer un petit morceau et on va réagir là-dessus. Je reviens sur la direction de France Inter. J'ai pas fini avec vous. Vous pensez faire peur à qui avec vos menaces de mise à pied? Perso, je suis un arabe en France. J'ai toujours été menacé d'être viré. Et ça depuis ma naissance. J'ai une cuir solide, bordel. J'attends pas de me faire licencier. Je vais faire une Lionel Jospin 2002. Une Jospinade, comme on dit dans le milieu. J'en tire les conclusions en me retirant du service public. Après la fin de l'émission de ce soir. Voilà. C'était ma dernière chronique. On s'est quand même bien marré pendant toutes ces années. Oui, j'ai découvert cet artiste et j'ai mis un arabe qui a osé se lever contre le diktat judéo-sioniste, quelque chose comme ça, voilà. Bon, ça fait plaisir, mais s'il y en avait 100 ou 500 ou 1000 comme lui, eh ben, je vous assure que le CRIF ne ferait pas la loi en France, voilà. Et malheureusement, bon, mais c'est déjà pas mal. Voilà, il y en a un qui s'est levé et qui a dit: je vous emmerde. Voilà, je pars avant que vous ne me chassiez. Voilà, ça suffit. Et c'est terrible de voir, vous savez, ces milliers d'Arabes qui ont des fonctions publiques, qui sont artistes, avocats, je sais pas, etc., et qui ferment leur gueule. C'est terrible. Voilà, j'espère que cet exemple va donner un peu de courage. Mais bon, vous savez ce que je pense. Hein, c'est comme ça qu'il faut réagir, qu'il faut agir. Voilà. La dignité, bon Dieu, la dignité, voilà. Ah, il a attendu 3 ans et au bout de 3 ans, ouais, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais effectivement, c'est courageux de sa part, mais en même temps, c'est totalement normal et de prendre position à un moment, de se positionner clairement. Je suis sûr que pendant ces 3 années, il a fait attention au sketch qu'il faisait, c'est-à-dire, voilà, il ne faut pas toucher à ça et ça et ça. Donc, bien sûr, il a dû s'auto-censurer, c'est évident. Alors, bien sûr, c'est un humoriste. On a aussi quand même, le parti LFI qui dénonce pas mal sur le sujet de la Palestine. Oui. Vous avez pu le voir encore dernièrement. Oui. Je ne sais plus quel député là avait parlé récemment là. Ils ont des positions courageuses. D'ailleurs, je veux dire, il y a quand même une députée chef du groupe parlementaire qui est convoquée par la police. D'ailleurs, moi, ça m'a déçu qu'elle réponde à la convocation de la police. Vraiment, je trouve ça dommage parce qu'elle a l'immunité parlementaire. Elle aurait dû dire, OK, que le Parlement lève mon immunité parlementaire. Voilà. Malheureusement, elle n'est pas allée au bout de sa logique. C'est dommage. Alors, je vous fais écouter le député Delogou de la LFI. Massacrer 40 000 êtres humains, en majorité des femmes et des enfants, c'est donc dans votre bouche une simple surréaction. Prenez la justice et la paix, le cessez-le-feu, c'est donc dans votre bouche des leçons de morale. Vos propos sont irresponsables, ignobles, inhumains.
Au même temps, Netanyahou, le criminel de guerre contre la vie des familles d'otages, du Conseil de sécurité des Nations Unies, de la Cour internationale de justice et des peuples du monde entier, balayé d'un revers de la main une proposition de trêve et annoncé une attaque terrestre à Rafah. Une nouvelle boucherie qui, à l'heure où je vous parle, a déjà commencé. Rafah, dernière étape du déplacement forcé, du nettoyage ethnique du peuple gazaoui, déshumanisé, massacré, génocidé. Rafah, ultime refuge d'1,2 million d'êtres humains innocents. Votre gouvernement, s'il ne veut pas être complice, doit agir. Combien de larmes doivent être versées pour que vous décidez enfin de stopper les livraisons d'armes et de suspendre tous les accords de coopération entre Israël et la France? Mettez-vous enfin à la hauteur de l'histoire et imposez le cessez-le-feu. Ah, c'est clair quand même. Ah oui, oui, non, non, ça, je ne connaissais pas, je n'avais pas entendu. Non, c'est très bien. Moi, je dis, non, non, et les filles a pris des positions courageuses, il n'y a pas de doute. Et non, ce que je veux dire, c'est que la dame, là, le chef de groupe, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a été convoquée par la police, le chef de groupe. Mathilde Panot. Mathilde Panot. Voilà, voilà. Moi, je regrette qu'elle ait répondu positivement à la convocation de la police. Elle n'avait pas à le faire parce qu'elle aurait dû dire j'ai l'immunité parlementaire. Il faut que le Parlement suspende mon immunité parlementaire. Et là, on aurait bien rigolé, voir le Parlement, combien de députés allaient lever l'immunité parlementaire d'une députée pour être convoqué par la police pour un tweet ou bien une phrase pacifique. Voilà. Mais bon. Alors, Monsieur Cohen, on a un intervenant avec nous sur TikTok. Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir accepté dans le live. Je t'en prie. Est-ce que tu veux réagir un petit peu sur le sujet? Il y a Monsieur Cohen avec nous, donc si tu veux bien. Bien évidemment. Alors moi, je voulais faire une analyse approfondie concernant l'Europe et le Moyen-Orient. Et je voulais un petit peu relayer l'information sur l'actualité géopolitique sur la scène internationale et sur l'échiquier mondial. Alors, je pense que l'actualité géopolitique... Avant de continuer, oui, vous voulez me dire un truc? Attends, oui, Iran, juste avant de continuer, profite un petit peu aussi de la présence de Monsieur Cohen avec nous. Essaye d'être pas trop long, comme ça il pourra te répondre. D'accord, ok. Alors en fait, là où je voulais en venir rapidement, c'est que on voit bien les conflits qui se précisent entre la Russie et l'OTAN. Et bientôt, nous aurons un front qui va s'ouvrir entre l'Iran et Israël. Je pense que Iran et Israël, c'est déjà le cas par procuration. Mais on voit bien que l'invasion à Rafah va donner naissance à l'intervention automatiquement, tôt ou tard, de l'Iran. Et ce qui concerne l'Europe, les déclarations de Emmanuel Macron, il faut savoir que la France a envoyé un contingent en Ukraine, à titre officiel, je précise, avec le drapeau de la France et le logo de l'OTAN, un contingent de 4000 militaires. Il y a aussi des contingents de militaires britanniques et allemands. Et Vladimir Poutine, il y a 2 jours, pour son 5e mandat, a déclaré ouvertement être en guerre contre le monde occidental et l'Europe, et que cette guerre s'inscrit dans la durée. Ça y est, t'as fini? Il y a une question ou... Oui, mais est-ce que tu avais posé... Alors, monsieur Cohen, vous J'ai pouvez... une remarque à faire sur ce qu'il vient de dire. OK. Il n'y a aucune automaticité entre l'invasion de Rafah et l'intervention de l'Iran. Aucune. Et d'ailleurs, à mon avis, même si l'intervention de Rafah prenait de l'ampleur, de plus en plus d'ampleur, l'Iran n'interviendra pas. Parce que l'Iran n'a pas envie, enfin en tout cas, à mon avis, l'Iran n'a pas envie d'entrer une guerre. Ce n'est pas qu'elle est indifférente, que l'Iran est indifférent à ce qui se passe. Mais l'Iran ne peut pas, d'abord, fondamentalement, l'Iran veut éviter d'entrer en guerre, dans une guerre totale avec Israël, parce que ça veut dire entrer en guerre avec le monde occidental, avec les États-Unis, l'Angleterre, etc.
Et ça, je veux dire, l'Iran, ce serait quasiment, je ne sais pas pourquoi il le ferait. Il le ferait d'ailleurs. C'est presque un suicide. Voilà. Donc, pendant 6 mois, l'Iran a vu, si l'Iran a envoyé a fait une attaque sur Israël, il y a, je crois, il y a 3 semaines à peu près, c'était parce que Israël avait attaqué son consulat à Damas. C'est pas parce que il se passait des choses à Gaza. Voilà, c'est ça le truc qu'il faut comprendre. Il n'y a pas un lien. L'Iran n'interviendra pas si l'intervention à Rafah prenait de l'ampleur. Voilà. Moi, je pense que on va prendre d'un point de vue historique et se rappeler un petit peu de la Seconde Guerre mondiale et les alliances. Non, chaque cas, il y a des cas historiques particuliers, c'est-à-dire, vous savez, on ne peut pas. La première guerre. Monsieur, en fait, ce qui se passe, c'est que Vladimir Poutine ne peut pas faire la guerre tout seul contre les États-Unis et l'OTAN. Et je pense que un conflit entre l'Iran et Israël avantagerait Vladimir Poutine pour que l'Occident soit un petit peu occupé ailleurs. Maintenant, Poutine ne va pas faire la guerre tout seul contre les États-Unis et l'OTAN. C'est pas possible. Parce que la Russie, l'Iran et la Corée du Nord ont signé une alliance de guerre contre les États-Unis, l'OTAN et Israël. C'est pour ça que je dis que tôt ou tard, il y aura la confrontation, vu qu'il y aura la Troisième Guerre mondiale. C'est selon moi, selon mon analyse, encore une fois. On voit bien que dans une guerre mondiale. Très bien, je vais vous dire, on verra. Voilà. Moi, je ne fais pas de. C'est pour ça que je dis c'est mon analyse. Très bien, non, mais voilà, on se verra dans une semaine, dans 1 mois, dans 2 mois. Je suis là tous les jeudis, enfin, si Dieu me prête vie, et la forme, et puis on verra. Voilà, on verra si. Voilà, je sais pas quoi dire. Moi, j'ai pas envie de construire tout un truc, surtout qu'on arrive vers la fin de l'émission et on va pas construire tout un truc sur des projections. Voilà, Ok, je vais donner la parole, Monsieur Cohen. Il y a un autre intervenant, vu qu'on est bientôt au bout de l'émission. Je vais donner la parole à Saïf. Merci, Iran, en tout cas, pour ton intervention. Merci, Altitude. Oui, bonsoir, Altitude. Merci d'avoir invité Monsieur Jacob Cohen, que je connais depuis une dizaine d'années. Alors, je suivais quand il était avec Monsieur Dieudonné. Saïf, est-ce que tu m'entends? Ouais. Juste pour préciser, Monsieur Cohen est chaque jeudi sur la chaîne depuis plus de quasiment 2 ans aujourd'hui. Donc, d'accord. Je suis nouveau sur l'appli, donc je viens de tomber sur. Je t'en prie, merci en tout cas. Tu peux la suivre tous les jeudis, donc ici sur TikTok ou sur YouTube, Altitude, pareil. Voilà. Je t'en prie. D'accord. Moi, j'ai une question alors pour Monsieur Cohen, vu que il nous a beaucoup éclairé sur les Sayanim et sur le lobby sioniste et les liens qu'il y a entre Israël et tous ces proxys qui travaillent pour son intérêt. Comment alors déconstruire le discours sioniste? Ça serait ma première question. Comment déconstruire le discours sioniste? Ah oui, d'accord, oui. Ma deuxième question, pourquoi il y a une alliance de fait aujourd'hui entre le sionisme et l'extrême droite? Alors, je vais commencer par la deuxième, si vous voulez bien. En fait, parce que, comment dire, au début du sionisme, l'État d'Israël, Israël était un État socialiste. Et ça peut vous paraître bizarre, mais les gouvernements israéliens successifs participaient à la réunion de l'internationale socialiste dans les années 50, 60, 70. Voilà. Parce qu'Israël était un État qui se déclarait socialiste, de gauche, tout ce qu'on veut. Et après, la gauche, elle s'est rendu compte que le sionisme était plutôt une arnaque de type colonial. Et donc, les sionistes se sont dit qu'il y avait
un réservoir de voix, d'alliance dans l'extrême droite. Parce que l'extrême droite, elle est déjà anti-arabe. Je vous rappelle, par exemple, il y avait un antisémite très célèbre du temps de la collaboration de Pétain, qui s'appelait Rebatté. Mais vraiment un vrai antisémite, d'accord. Il écrivait dans les journaux, je suis partout, etc. Bon, il était vraiment pour, il avait adopté tous les poncifs antisémites pendant la guerre. Et je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, il a dû être jugé, je ne me souviens plus. En tout cas, il n'a pas été tué comme Drieux La Rochelle, je crois, ou un autre. Enfin bon. Et ce type-là a été interviewé par Jacques Chancel et il avait dit ceci. Vous savez, moi, il lui a dit, voilà, moi je suis antisémite. Mais lorsque Israël a donné une tannée aux Arabes, en 67, je suis devenu sioniste. Donc, si vous voulez, l'extrême droite ou la bonne droite, elle a été le fondement de son amitié ou de son alliance pour le sionisme, c'est d'abord l'islamophobie, un sentiment profond anti-arabe. Voilà, la haine de l'arabe, la revanche de l'Algérie française, des humiliations dans les pays arabes, etc. Et aussi, et donc, on a construit, vous savez, c'est pas arrivé comme ça. Il y a un type qui s'appelle Gilles William Godnadel, c'est un avocat qui est très proche, on le voit sur CNews, etc. Il joue le jeu de la droite, de la bonne droite, classique, identitaire, nationale, etc. Et c'est lui qui a amené énormément de types de droite, d'associations, etc., vers l'alliance avec le sionisme. C'est-à-dire, nous défendons la civilisation, cette haine de l'arabe, l'islam qui envahit la France, grâce à Israël, nous stoppons. Enfin, c'est tout ce discours-là. Et c'est pour ça, et d'ailleurs aux États-Unis aussi, le sionisme, un grand appui du sionisme vient des fondamentalistes religieux. Bon, maintenant, la première question, c'était comment déconstruire le sionisme. Bon, j'ai eu l'occasion de dire, mais en fait, il faut attaquer le sionisme dans ce qu'il a dit légitime. D'accord? Dit légitime. Par exemple. Mais malheureusement, je dois reconnaître que ceux qui critiquent Israël, ils ne savent pas très bien mener la propagande contre Israël. Voilà. Par exemple, Israël se déclare un État démocratique. D'ailleurs, il se dit le seul État démocratique de la région. Or, c'est le seul État au monde, je dis bien le seul État au monde qui pratique la détention administrative. C'est-à-dire qu'on peut arrêter, les autorités israéliennes peuvent arrêter n'importe qui, même un étranger, même un Jordanien, enfin un Libanais, qui ils veulent, et l'arrêter pour 6 mois sans procès, sans avocat, sans même lui dire pourquoi on l'arrête. Il y a des centaines aujourd'hui, dont une députée palestinienne qui s'appelle Khalida Jarrah, qui sont détenus en fonction. Mais combien de gens en Occident connaissent ça? Pas beaucoup, je vous assure, pas beaucoup. Eh bien, voilà une façon de déconstruire le sionisme. Mais malheureusement, il faut avoir la volonté, il faut mettre les moyens, etc. etc. Bon, voilà. Très bien, merci, M. Cohen. Est-ce que tu voulais réagir, Saïf? Non, pas spécialement. Saïf, une fois. Oui, j'ai bien écouté la réponse de M. Cohen. Je le remercie beaucoup pour cet éclaircissement. Et voilà, je voulais vous dire que Dieu lui donne longue vie et que les musulmans et les juifs juste gardent un lien indéfectible et qu'il n'y a aucune animosité entre eux. C'est les musulmans ou que les gens dans le monde, s'ils défendent les Palestiniens, c'est
c'est plus pour une cause humaine, avant que ça soit religieuse. On ne veut pas rentrer ce combat-là sur le terrain religieux. Voilà, merci. Merci à toi, Saïf. Alors, les amis, je vais donner la parole sur YouTube. On a un intervenant. Et avant ça, je préviens sur TikTok, ça n'arrête pas de signaler. Il y a des restrictions, donc n'hésitez pas à tapoter, s'il vous plaît. Merci. Alors, Jeff est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, on m'entend bien? Oui, très bien. Moi, je voulais faire une remarque et poser une question. C'est que c'est peut-être la première fois dans l'histoire de ce conflit qu'on a les États-Unis, enfin dans l'histoire de l'alliance entre les États-Unis et Israël, que les deux parties se critiquent mutuellement. C'est-à-dire qu'on a entendu pour la première fois un ministre israélien critiquer Biden, Biden menacé de sanctions, même si c'est des sanctions qui sont symboliques. C'est quand même pas anodin dans l'histoire de... C'est-à-dire que les États-Unis sont pratiquement aujourd'hui obligés de faire des concessions à l'opinion publique mondiale, de montrer quand même qu'ils prennent en compte certaines critiques. Et moi, la question que je voulais poser par rapport à ça, c'est de savoir, après 6 mois de conflit, Israël a dévasté un territoire, a tué beaucoup de gens, mais finalement, qu'est-ce qu'ils ont gagné politiquement? Parce que le but de la guerre, c'est d'atteindre un objectif politique. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Parce qu'on voit quand même que par rapport aux protestations dans les universités, c'est quand même le lieu de formation des futures élites politiques. Donc moi, la question que je voulais vous poser, est-ce que quelque part, est-ce qu'on peut dire qu'Israël a peut-être gagné militairement, mais a perdu politiquement? Alors, moi, je ne crois pas qu'Israël a perdu politiquement. Pourquoi? Parce que les manifestations des étudiants, elles vont prendre fin à un moment donné. C'est-à-dire que les étudiants vont reprendre leurs études, ils vont aller sur le marché de l'emploi, ils vont gagner de l'argent, enfin, ils vont devenir avocats, médecins, ce que vous voulez. Ce qui compte, ce n'est pas les étudiants. Combien de fois on a vu, vous savez, moi j'ai vécu pendant 5-6 ans du Canada, la révolution des universités américaines contre la guerre du Vietnam. Ce que j'ai vécu à l'époque, pendant 5-6 ans, si on nous avait dit à l'époque, dans quelques années, il y aura Reagan et on reviendra au capitalisme et tout le bazar, on n'aurait jamais cru. Parce on avait l'impression que ça y est, les étudiants ont pris le pouvoir sur les esprits et tout, mais en fait, non. C'est-à-dire que les étudiants, ils vont faire leur temps, ils vont intégrer la vie professionnelle, et qui c'est qui sera aux commandes aux États-Unis? Eh bien, c'est le même lobby, c'est-à-dire c'est les mêmes groupes de pression. Ces groupes de pression, ils ne vont pas disparaître. Aujourd'hui, les groupes de pression qui défendent Israël, demain, ils seront là. Dans 1 an, dans 5 ans, ils seront là. Et ce sont eux qui manipuleront, qui contrôlent les médias, qui contrôlent la politique, qui contrôlent l'armement, etc. On l'a vu avec l'Irak. OK, il y a eu les étudiants, enfin, on a manifesté, etc. Et puis finalement, une fois les manifestations passées, malheureusement, enfin, je veux dire, ça, c'est la vie naturelle des sociétés. C'est-à-dire, on manifeste, on a l'impression que le monde va basculer, mais en fait, il ne bascule pas. C'est-à-dire qu'on rentre dans le rang 1 an, 2 ans, 3 ans après. C'est-à-dire, on aura la même oligarchie. Si on changeait l'oligarchie, oui. Si on changeait, par exemple, le type de gouvernement aux États-Unis, si on changeait les sénateurs, si les sénateurs devenaient plus libres, moins dépendants de l'AIPAC, du lobby judéo-sioniste, etc., là, on pourrait dire, OK, d'accord. Mais on va retomber dans le même système. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Okay. Et donc, finalement, malheureusement, et c'est pour ça d'ailleurs, enfin, si vous étudiez un peu l'histoire, il y a toujours eu des phénomènes révolutionnaires. Quand je dis révolutionnaire, ce n'est pas nécessairement qu'il y a un renversement violent et définitif, mais disons d'agitation, voilà. Il y a toujours eu des mouvements comme ça, plus ou moins violents, plus ou moins extrêmes, plus ou moins radicaux, qui amènent même des changements. Et puis, au bout de 2-3 ans, on retombe
dans la même litanie, dans la même routine du pouvoir oligarchique, les mêmes intérêts, etc. Voilà. Pourquoi? Parce que fondamentalement, ceux qui tirent les ficelles n'ont pas changé vraiment. Voilà. D'accord. Mais donc du coup, vous pensez pas qu'on tend peut-être vers, même si c'est des processus à long terme, pensez pas quelque part qu'on tend vers un rééquilibrage? Parce qu'il y a quand même différents spectres de la société qui, on prend la polémique Guillaume Meurice, c'est quand même un humoriste qui est installé dans le système et qui s'est permis une critique envers Netanyahou. C'est-à-dire qu'on voit quelque part, on voit de plus en plus de gens se permettre aujourd'hui de critiquer dans des débats publics Israël en des termes parfois très durs, chose qu'on voyait pas il y a quelques années. Pour vous, est-ce que c'est le début d'un rééquilibrage ou pas du tout? Alors, j'aimerais pas vous décourager, mais moi, voilà. Tout à l'heure, on a parlé d'un humoriste dont j'ai oublié le nom qui a quitté France Inter. Bon, très bien. C'est très bien, je l'ai salué, mais j'avais dit, en parlant de lui, n'est-ce pas, Wally? J'avais dit qu'il faudrait des centaines comme lui, malheureusement. Voilà. Si le phénomène, comment il s'appelle, Guillaume Meurice, s'il reste isolé, ça ne change pas grand-chose. Ou s'il n'y a que 3 ou 4, parce que les autres, parce que le problème, ok, lui, il peut se permettre, enfin, à la limite, mais les autres, ceux qui débutent, ceux qui ont des problèmes de salle, vous savez, le système, il a des moyens extraordinaires. Et même un Guillaume Meurice, regardez par exemple Dieudonné, même un Dieudonné, comment on l'a empêché de s'exprimer, ou un Stéphane Blé, qui était un génie de la musique classique. On l'a empêché. C'était un musicien qui ne pouvait même plus passer à la salle Pleyel, etc. Donc, ça dépend. Si Guillaume, vous savez qu'on dit, bon, enfin, si Guillaume Meurice reste isolé, si le phénomène Guillaume Meurice reste isolé, ça veut dire que, quand je dis isolé, ça veut dire qu'il peut y avoir 3 ou 4, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait des centaines, des milliers. Là, oui, là, je dirais, OK, le rapport de force va changer. Mais le système, il peut très bien acculer Guillaume Meurice. Bon, il sait très bien qu'il ne peut pas grand-chose contre lui, mais finalement, les autres, ceux qui seraient tentés, qui ont moins de renommée, moins d'argent, etc., qui seraient tentés de suivre la même voie, on leur dira attention, attention, vous, on peut vous couper les ailes tout de suite. Vous savez, l'humain, à 90%, il n'est pas connu pour son courage. Je dis bien à 90%. Je veux dire, vous avez un artiste qui a envie de vivre de son art. Voilà, bon, il se dit, après tout, voilà, qu'est-ce qu'il en a à foutre de... Et donc, voilà, malheureusement, tous les humains n'ont pas le courage de sacrifier une carrière, etc. Bon, on prend une dernière question, Wally, et après, ça y est. Oui, Iran, tu veux y aller? Moi, je voulais faire une analyse, si ça ne te dérange pas. Alors l'analyse, je te la laisserai peut-être pour plus tard, mais là, il y avait quelqu'un d'autre qui voulait poser une question. Ah bah c'est bon, j'ai une question. Non, mais je voulais poser une question. Alors, je suis d'accord avec M. Cohen. Effectivement, selon moi, c'est mon analyse, les manifestations ne vont rien changer. Parce que ce qu'il a dit, c'est très intelligent concernant l'oligarchie. Ça veut dire, effectivement, les manifestations ne vont pas changer la dette américaine, ne vont pas changer le défaut de paiement et ne vont pas changer le monde multipolaire. C'est là où je veux en venir, en fait, parce que l'ordre international depuis 1945 a été bafoué. Nous assistons au monde multipolaire où l'équilibre de la stabilité, de la paix mondiale a clairement été rompu. Nous assistons à la dédollarisation. Et donc, les manifestations, selon moi, ne vont rien changer. Je suis totalement d'accord avec lui. D'accord, merci, mais ce n'était pas une question. Je vais donner la parole. Monsieur Cohen, il y a quand même un intervenant qui voulait poser une question. Je vais lui donner la parole. Et voilà. Bonsoir. Salam alaikum, Monsieur Cohen, bonjour. Bonjour à tous les gars qui sont sur le live. Une question, Monsieur Cohen. Est-ce que s'appelle l'accord d'Abraham actuellement qui est un peu partout dans le monde arabo-musulman, est-ce que le risque de la pousser avec le Maroc, est-ce que le Maroc risque dans les années à venir
que ça soit une déstabilisation du royaume? Oui, est-ce que, par rapport aux accords d'Abraham, est-ce que Alger risque aussi une guerre civile chez elle? Qu'est-ce que les gens préparent chez eux? Qu'est-ce que les gens souhaitent dans leur politique actuellement? Je n'ai pas très bien compris. Pardon, Wally, est-ce que vous pouvez répéter la question? Ouais, je vais la poser la question. C'est D'accord. une question concernant les accords d'Abraham. Oui, oui, Est-ce oui, oui. bon, il parlait des pays arabo-musulmans, mais il a quand même parlé plus précisément du Maroc et de l'Algérie. Est-ce que vous pensez que suite à ces accords d'Abraham, il pourrait y avoir une déstabilisation entre ces deux pays, justement? Que ce soit une révolution populaire dans la monarchie Ça ou introduit en Algérie? les accords d'Abraham entre le Maroc, ça introduit un élément nouveau. Avant, il y avait le Maroc contre l'Algérie. Enfin, voilà, les deux pays se regardaient en chien de faïence et peut-être qu'ils cherchaient à établir une espèce d'équilibre une guerre froide, mais avec les accords d'Abraham, la pénétration, l'arrivée de l'armement sioniste, des conseillers militaires sionistes, etc., effectivement, on a introduit un ingrédient déstabilisateur. Voilà. Alors, jusqu'où il peut aller, c'est vraiment difficile à dire. C'est-à-dire que, voilà, vous savez, c'est à partir du moment où on introduit un élément déstabilisateur, eh ben, l'histoire dira comment cet élément va évoluer, quelle importance. Ce qui est sûr, par exemple, c'est que les deux pays, depuis 2-3 ans, ont connu une progression de l'armement assez impressionnante. Donc voilà un élément nouveau. C'est-à-dire que, et puis aussi, peut-être, chacun fait la guerre à l'autre, essaye de déstabiliser son unité nationale, l'unité nationale de l'autre. Parce que chaque pays, les deux pays ont une minorité importante, kabyle, berbère, etc., sur laquelle on peut jouer. Et donc, on a introduit des éléments de déstabilisation, mais comment ils vont évoluer, voilà, je ne sais pas, voilà, on verra. Hein, ça, c'est l'histoire. L'avenir nous dira, mais en tout cas, c'était une bonne question. Je remercie Sly pour l'avoir posée. Il y avait juste Jeff qui voulait réagir de nouveau, aussi, par rapport à ce que vous aviez dit juste avant. Alors, je vais être rapide dans ma question. Je voulais revenir sur la campagne militaire d'Israël. On sait aujourd'hui que l'objectif initial d'Israël, c'était d'expulser la population de Gaza vers l'Égypte. Et visiblement, cet objectif n'est pas atteint. C'est-à-dire les Gazaouis sont toujours à Gaza. L'Égypte ne veut pas ouvrir ses frontières. Donc du coup, ma question, c'est tous ces moyens qui ont été engagés, toute cette campagne de destruction, finalement, pour quel objectif, quel est l'objectif qu'Israël a validé jusqu'à présent? Parce que faire la guerre pour faire la guerre, ce n'est pas un objectif. Qu'est-ce qu'ils ont validé? Bon, écoutez, j'en ai parlé au début, quand on a parlé de Rafah, et j'avais bien dit que l'objectif reste le même, mais à défaut d'expulser les Gazaouis vers l'Égypte, ils vont les expulser au compte-gouttes. À mon avis, c'est ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire qu'ils vont rendre la vie tellement impossible, ils vont petit à petit les chasser au compte-gouttes. 1000 par-ci, 5000 par-là, 10 000, etc. Voilà. Et à mon avis, ça, c'est le projet sioniste. Et à mon avis, quand les sionistes ont un projet, en général, ils vont jusqu'au bout et ils vont l'appliquer, à mon avis, jusqu'au bout. Voilà. Ça prendra le temps qu'il faudra. Hein. Ça prendra peut-être 3 années, 5 ans, 10 ans, mais ils le feront. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'ils ont cette obsession-là de vider Gaza de ses habitants. Voilà. Merci, M. Cohen. Juste pour conclure, pour celles et ceux qui ont pris le live en cours, n'hésitez pas à revoir en rediff sur la chaîne YouTube, hein, Attitude, ou même la chaîne de Jacob Cohen. Voilà, M. Cohen, dernière chose, juste je voulais vous donner des nouvelles de notre sœur Nabila Kilani. Vous vous souvenez, qu'il faisait un travail humanitaire en Palestine et qui, malheureusement, depuis les événements du 7, a été chassée de Beth Laïla. Et maintenant, récemment, j'ai eu des nouvelles justement aujourd'hui. Elle avait été hospitalisée il y a une quinzaine de jours
pour des problèmes de santé. Aujourd'hui, ça va et je voulais juste vous donner des nouvelles. Donc, moi, j'ai toujours ce lien que vous voyez défiler là, que j'ai mis pour participer à la chaîne. On participe. En fait, j'ai mis ce lien. C'est justement pour aider elle, notre sœur. J'espère qu'un jour, elle retrouvera peut-être sa maison et peut-être son travail humanitaire qu'elle faisait sur le terrain là-bas, que ce soit en aidant les personnes à avoir de l'eau potable ou des médicaments ou même de la nourriture. Voilà, donc ce lien-là, il a été créé suite au lien PayPal qui avait été supprimé au bout de quelques jours parce que justement, on avait mis que c'était un lien pour aider la Palestine. Donc voilà, c'était pour vous donner des nouvelles à tous. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui peuvent faire un geste, c'est en description de la vidéo et sur tous mes comptes Altitude, sur TikTok ou sur YouTube. Voilà. Voilà, Monsieur Cohen, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, bonsoir à tous. Merci, au revoir. Voilà les amis, je vais clôturer le live. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas pour celles et ceux à faire un geste pour notre sœur Nabila Kilani, qui heureusement est encore en vie aujourd'hui et qui faisait donc un travail humanitaire depuis des années en lien avec une association franco-belge, ANPP 60, et qui malheureusement a été chassée depuis les événements du 7. Et aujourd'hui, aux dernières nouvelles, je l'ai eu aujourd'hui par message, elle se porte bien et Dieu merci. Voilà les amis, on va conclure. Je vous donne rendez-vous ces prochains jours, je ne sais pas quand, comment, avec qui. Merci Altitude. Merci à toi, Iran, tu repasses quand tu veux. Ça marche. Bonne soirée à tout le monde et puis c'était un bon live, une bonne intervention plutôt. Et puis à une prochaine Altitude. Je te remercie. Bonne soirée, Iran. À bientôt. Voilà les amis, je vous mets le clip pour terminer. Excellente soirée à tous. Salam alaikum. Eh ma chérie, écoute ça. Franchement, je pense que là, il y a un potentiel à tube. C'est vrai qu'elle est bien l'instru. Faudrait juste que t'écrives un truc un peu plus consensuel. Et que pour une fois, tu fasses pas trop long. Bonne idée ma chérie, je vais essayer. Si le César de Polanski te choque, t'es antisémite. Et si tu sais ce que fait BlackRock, t'es antisémite. Tu critiques le pouvoir des banques, t'es antisémite. Tu penses que les médias nous mentent, t'es antisémite. Si t'es pas fan de BHL, antisémite. Tu boycottes Israël, antisémite. Si toi aussi tu comprends rien à ce que raconte Meyer Habib, si t'aimerais bien qu'on déploie des casques bleus en Palestine. Ici et antisémite. 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 Antisémite, carrément antisémite. Antisémite. Si t'es patriote en Europe, t'es antisémite. Si t'en as marre de leur guerre propre, t'es antisémite. Tu veux la justice pour Gaza, t'es antisémite. T'as des questions sur la Shoah, t'es antisémite. Tu sais qui gérait l'esclavage, t'es antisémite. Si quand tu vois Patrick Cohen, tu dis les chambres à gaz quand même dommage. Il n'est pas seulement antisémite, il est négationniste. Quenelle dans le fion du système, t'es antisémite. Et si t'espères qu'un jour on libérera Jérusalem, antisémite. T'es gilet jaune, t'es antisémite. L'impunité de Jack Lang, le pédo t'étonne, t'es antisémite. 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 Jamais antisémite. Antisémite. Tu lis Gershom Scholem, t'es antisémite. T'aimes pas Woody Allen, t'es antisémite. Tu doutes d'Elie Wiesel, t'es antisémite. Tu parles de l'affaire Bruel, t'es antisémite. Si tu connais l'identité du dénommé Jean-Luc Brunel, Dieudo te fait marrer, t'es antisémite. Tu kiffes pas le marais, t'es antisémite. Tu vas à la mosquée, t'es antisémite. T'es catholique, t'es forcément antisémite. Tu lis Céline, t'es un antisémite. Si tu supportes plus Elisabeth Lévy et sa voix d'alcoolique, antisémite. Je vous ai juste demandé, quand on dit il n'y a pas assez de, mettons, noirs, arabes, asiatiques à la télévision, il faut me dire il y a trop de quoi. Mais moi je te le dirais bien de quoi il y a trop, mais c'est illégal alors je vais m'abstenir. Antisémite. Une allusion à Israël en mentionnant le 11 septembre. Si t'as le culot de penser que la France devrait pas être avant, tu dis qu'un juif est juif, t'es antisémite. T'es surpris de voir le président prosterné au dîner du CRIF. Tu traînes un sioniste de sioniste, t'es antisémite. Si toi aussi tu trouves le Talmud légèrement raciste, ouvertement antisémite, Violemment antisémite. 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 Si tu parles de Rita Katz, t'es antisémite. Et si tu aimes les ananas, t'es antisémite. Si tu prononces Jeffrey Epstein, t'es antisémite. Tu te souviens de Lloyd Blanc
fine et antisémite. Si tu dis que les Palestiniens sont aussi des humains, si tu penses que l'abbé Pierre était vraiment quelqu'un de bien, Antisémite. 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 T'as de l'admiration pour le courage de Garaudy. 40 ans d'Atali, tu penses que ça suffit. Tu te demandes si le phosphore blanc c'est pas une arme chimique. T'aimerais parler du zyklon mais de façon scientifique. Si toi aussi la nausée te saisit en une milliseconde à la mention de l'armée qu'ils disent la plus morale du monde. Tu parles des Rothschild, t'es antisémite. T'as pas trop le choix, c'est pas toi qui décide. Car si tu dis la vérité, ils crient déjà au génocide. Sans doute te défendre si un juif t'attaquait et devenir leur esclave fait pas partie de tes projets, ben t'es un antisémite. Bienvenue au club. Et t'as vu ma chérie? Mission accomplie. C'est pas trop long.